Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre. Vous regardez Business 54, le magazine de l'Afrique qui gagne. Cette semaine est consacrée à la femme. Sur ce plateau, notre chroniqueuse Teresa Kilonga viendra décrypter cette journée du 8 mars. Mais avant, place au portrait de la première femme noire viticultrice d'Afrique du Sud. Regardez. Elle travaille chez un petit viticulteur de Stellenbosch. Elle produit 65 000 litres de vin tous les ans. Elle a été la première femme noire à devenir maître de chai en Afrique du Sud. Et ce qu'elle aime avant tout, c'est d'être dans sa cave. Écoutez le bruit de la fermentation dans les tonneaux. Vérifiez tout ça de temps en temps. C'est ça l'objet de cette pièce. C'est comme si on était seul au monde, loin de tout. Même si je sais que c'est là où que tout se passe. Les moments de calme sont bien rares dans sa vie de femme pressée. Nsiki exporte son vin vers les États-Unis. Elle est toujours entre deux avions. Originaire d'un village pauvre du KwaZulu-Natal, elle n'aurait jamais pu imaginer ce genre de vie. Faire du vin, franchement, c'était pas prévu. C'était quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. J'aurais pas pu en rêver. Mais voilà, ça s'est imposé. L'œnologue est très connue à Stellenbosch où elle a étudié la viticulture. Mais quand elle présente son vin aux touristes de passage, elle regrette que l'industrie soit encore si fermée. Il y a encore très peu de noirs dans l'industrie. Très peu de métis aussi d'ailleurs. Et les femmes, ça va un peu mieux maintenant, mais franchement, il n'y en a quand même pas beaucoup. Mais Tsiki, tu ne veux pas nous parler de tes prix? De toutes les médailles que tu as gagnées avec tes vins? Allez, vends-toi un peu. T'es trop modeste. Vigneronne de l'année en 2009, les médailles depuis se succèdent. Joli parcours pour quelqu'un qui avait quand même 20 ans quand elle a goûté du vin pour la toute première fois. C'était l'un des trucs les plus dégoûtants que j'ai jamais bu. Évidemment, je n'avais jamais bu de vin avant. Alors j'ai dû en apprendre le goût et maintenant... Nsiki n'a que 37 ans et un nez qui lui promet une belle carrière dans une industrie dont le paysage démographique est en pleine évolution. Voilà pour ce reportage. Bonsoir Teresa. Bonsoir Judicaël. Racontez-nous, qu'est-ce que le 8 mars? Alors le 8 mars, l'origine de cette journée s'ancre dans la lutte ouvrière et les nombreuses réclamations des femmes réclamant le droit de vote, des meilleures conditions de travail et bien sûr l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est en 1910, suite à la conférence internationale socialiste de Clara Zetkin, qui propose donc la journée internationale de la femme. Aujourd'hui, le 8 mars continue d'être célébré en guise de commémoration de la femme, mais tant que les inégalités n'auront pas disparu, le 8 mars restera une lutte de tous les jours. Merci Teresa et à la semaine prochaine. Merci à vous Judicaël. En juin 2005, la Fondation Zinsou a ouvert ses portes à Cotonou au Bénin. Les actions de la Fondation sont aussi bien artistiques que culturelles, pédagogiques et sociales. À la tête, une femme, Marie-Cécile Zinsou. Quelles sont les actions qu'elle mène au quotidien pour l'accès à la culture au Bénin? Nous avons cherché à le savoir. Regardez. Alors, la Fondation Zinsou a été créée en 2005. L'idée au départ était de proposer une plateforme pour les artistes contemporains en Afrique, de leur proposer un espace d'exposition. L'idée, c'est que les artistes africains aujourd'hui sont célébrés dans le monde entier. On a des stars de tout le continent qui sont représentées à Tokyo, à New York, à Paris, à Londres. Et l'idée, c'est qu'on pouvait les voir ni à Douala, ni à Dakar, ni à Cotonou. Donc au départ, c'est l'idée de proposer cet espace. Ensuite, on a découvert l'adhésion du public. Le public est absolument passionné par la culture. Au Bénin, l'ancien Dahomey, qui est un pays considéré comme le quartier latin de l'Afrique. Donc c'était très important pour le public de découvrir ça et les gens ont adhéré de façon massive. C'est-à-dire quasiment 1 million de personnes par an sont venues voir les expositions. Et c'est là que nous avons découvert que nous avions un travail énorme à faire autour du public, puisque le Bénin est un pays extrêmement pauvre avec une alphabétisation très petite. Enfin, on est à 73% d'analphabètes au Bénin, donc c'est un vrai sujet. Et on a tout à coup fait des programmes pédagogiques et puis on a développé des programmes sociaux parce qu'on avait cette actualité culturelle importante. On est allé vers la microfinance, qui est quand même un des sujets qui permet le développement dans des pays comme le nôtre. Et nous nous sommes retrouvés avec un programme pour les femmes exclues de la microfinance.
Et voilà, et après, en voyant ce que ces femmes gagnaient avec ce programme, comment elles mettaient leurs enfants à l'école dès qu'elles dépassaient le seuil de pauvreté, on s'est dit qu'il y avait quelque chose dans l'accompagnement de l'éducation des enfants. Et c'est là que nous avons créé le programme des bibliothèques, des mini-bibliothèques, qui sont des petites bibliothèques qu'on essaye d'installer un peu partout dans des quartiers très scolarisés, à forte densité de population. Et voilà, l'idée c'est d'accompagner les gens dans l'éducation, les enfants. Voilà, donc on est en partenariat avec énormément d'écoles, plus de 250 écoles dans la ville de Cotonou, et on essaye de lancer des programmes un peu partout dans le pays et de développer l'action. Non, alors ça c'est la nouveauté. Au départ, les mini-bibliothèques sont dans les quartiers, c'est des petits bâtiments de 100-150 mètres carrés, 3000 livres, une possibilité d'y adhérer gratuitement. Et l'idée c'est qu'on s'est dit, voilà, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait une bibliothèque aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'accès au livre aujourd'hui? L'idée c'est de proposer aux enfants le livre sous toutes les formes, et il faut rentrer dans le 21e siècle de façon importante, parce qu'on est dans ces pays étranges qui connaissent un développement sidérant. On n'a pas eu le téléphone fixe, mais tout le monde a un téléphone portable. On n'aura pas eu Internet et on passe directement à la 3G. Vous voyez, on est dans ces sujets de développement un peu rapides. Et donc on s'est dit aujourd'hui, le livre, est-ce que ça a du sens d'être en version juste papier? Non, évidemment, il faut apporter le numérique, les audiolivres pour les gens qui ne savent pas lire et qui n'ont pas accès à la littérature, le numérique pour les enfants, parce qu'il faut répondre à la demande. Il y a des demandes de plus en plus rapides avec la mondialisation. Il faut pouvoir offrir le livre dont on parle dans le monde sur le moment au Bénin. C'est le seul moyen, c'est le numérique. On peut acquérir un livre en quelques secondes. Voilà, et c'est là que j'ai parlé avec Cyril Benoît, qui m'a suggéré que lui voulait accompagner ce mouvement et être évidemment présent en Afrique de cette manière. Donc les mini-bibliothèques vont toutes être équipées en tablettes numériques au cours du prochain mois. Alors au Bénin, il y a une particularité, les gens considèrent que l'éducation et la culture, c'est ce au-dessus de quoi il n'y a rien. Donc on est dans un système où vous pouvez arriver avec 10 milliards, vous n'aurez jamais autant de respect que quelqu'un qui a fait une thèse. Donc on est dans un pays comme ça qui est très très sensible aux questions culturelles, qui a une tradition culturelle très riche. On vient de différents royaumes dans le pays qui ont tous eu des traditions artistiques importantes, avec des artistes de cour, avec une vie culturelle extrêmement dense. Et donc en fait, c'est la prolongation naturelle de présenter la culture contemporaine aujourd'hui. La question aussi des urgences humanitaires est moins forte au Bénin. On fait certes partie des pays les plus pauvres du monde, mais on n'est pas dans des urgences humanitaires comme au Darfour, on ne sort pas de la guerre, on est dans une démocratie stable depuis 20 ans. Il y a ce sujet quand même qui fait qu'on a maintenant du temps à accorder à l'éducation, parce que si on est quand même très intéressé par notre histoire et notre passé, on regarde aussi beaucoup vers l'avenir. Et tous les Béninois savent que la culture fait partie de la construction des enfants, que les enfants ont besoin d'avoir un accès à l'éducation. Donc aujourd'hui, on accompagne évidemment l'hôpital en refaisant le service pédiatrique, parce que c'est important. Là, on refait tout le CNHU, le Centre National Hospitalier Universitaire de Cotonou. Mais voilà, une fois que ces enfants, la majorité des enfants vont bien, la majorité des enfants mangent à leur faim. Donc il y a un moment où il faut qu'on considère que la majorité a besoin d'un accès à la culture et à l'éducation. Alors le Bénin ne va pas très bien, mais il va mieux qu'avant. Donc il y a quand même des choses assez intéressantes. On était 1 million à l'indépendance en 1960. On est plutôt entre 8 et 10 millions aujourd'hui. En fait, le taux d'alphabétisation est en train de progresser. L'école est devenue obligatoire pour les enfants. Il y a plus de chambres d'hôpitaux qu'au moment des indépendances. Il y a beaucoup de choses qui vont mieux. Il y a des infrastructures qui se créent. Le pays est recouvert de routes du nord au sud, qui est quand même un des vrais sujets du développement. Donc les infrastructures avancent. Je crois qu'on est dans un pays qui a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prouver, mais on est dans un pays qui est très enthousiasmant. Le développement se vit au quotidien. On voit les améliorations, on voit comment les choses avancent. Donc je pense que aujourd'hui on est un pays pauvre, mais je pense que mes enfants auront du mal à croire ce que je leur raconterai sur ma vie d'aujourd'hui au Bénin. Voilà pour ce reportage. Alors, ce soir, je vous propose un reportage décalé business. Que pensent certaines personnes de la femme africaine? Eh bien, vous allez découvrir dans ce reportage que les femmes africaines reprennent le pouvoir sur leur beauté. Appréciez. La douceur du miel ne console pas les piqûres de l'abeille. Mais toi, mouillard, tu me fais tout oublier. Flat hôtel, salle de fête, bar, resto et boutique. À une certaine époque en Afrique, les femmes sveltes ou élancées
se sont suffisamment attirés les regards et les convoitises des hommes. Les concours de beauté organisés sur le continent n'ont fait que conforter et confirmer cette tendance. Un cliché qui a bien valu des frustrations et des complexes. Et pourtant, la question du critère de beauté de la femme africaine est toujours sujet à débat. Pour moi, la femme africaine, c'est celle qui a le cou, hein, qui a le cou bien strié, bien tressé, le cou, hein, et puis qui a des fesses bien arrondies, hein, des bonnes fesses et puis des bons mollets. Et c'est ce que les hommes aiment? Oui, généralement, moi c'est ce que j'aime. Moi, ma femme, Delphine, elle a ce format-là. J'aime pas les grosses femmes. Généralement, les gens ont tendance à dire que non, les hommes minces, ils adorent les grosses femmes. Mais moi, c'est le contraire. Moi, j'aime pas les grosses femmes. J'aime les femmes bien taillées, fines, tranquilles. Je crois que nous avons nos critères. C'est la femme en chair, communément qu'on appelle Aoulaba. Le critère de beauté en Afrique est basé sur le teint. Et aussi sur la forme. Et selon vous, c'est quelle forme? Bon, les formes effilées, voilà, avec le teint clair. Que disent les femmes? Et si ces belles dames à qui les hommes font la cour se prononçaient? Les femmes rondes sont celles, en tout cas, qui occupent la place vraiment. Quand tu as froid, elles sont là, bon. Ça va quoi? Quand tu es une femme en chair, tu es content, ça va. On sait qu'il y a quelqu'un dans la maison. La femme africaine se présente comme une femme naturelle, simple, avec une forme bien dessinée. Sans produit, en tout cas, pour se dépigmenter la peau. Elle est très noire, bien cirée, elle est en forme, bien jolie. Les femmes africaines sont belles, avec tous les critères que je peux citer maintenant. Sont belles par leur sourire, par leur bonté, leur charme, leur physique, leur corps bien dessiné avec des courbes. Roulez mon tour. En rupture totale avec ce passé qui les a longtemps desservis, les femmes aux formes arrondies ont décidé de reprendre la place qui leur revient peut-être de droit. Elles se font appeler rondement belles. Ces dames aux mensurations généreuses affichent sans complexe désormais leur beauté. Étant moi-même femme ronde, j'ai été longtemps marginalisée, mes sœurs, mes cousines. Donc je me suis dit pourquoi ne pas penser à créer un mouvement de femmes rondes avec de bons objectifs tels que le leadership, tels que le volet sportif et aussi le volet social. Pas parce que je suis ronde que je ne peux pas faire beaucoup de choses, j'ai des qualités. Maintenant ça va, je suis stressée, mais maintenant ça va, j'arrive à m'affirmer, je porte ce que je veux, vraiment je me sens belle. Le fait est connu ou presque. Les hommes dans leur grande majorité en Afrique aiment les femmes en chair. Alors, pour satisfaire à cette exigence, au fin de plaire à son conjoint ou s'attirer les regards de potentiels dragueurs, c'est la ruée sur les produits anabolisants. Les garçons qui ne veulent pas les femmes minces. Il y a un monsieur qui a dit qu'il lui veut femme grosse, femme claire. Il y a une femme même qui est venue chez moi hier, il dit son mari dit qu'il n'a pas sein. D'ailleurs, elle veut sein. Elle a payé pour moi des seins et puis elle est partie. Ça c'est pour les fesses. Ça c'est pour les fesses sirop. Mais ça c'est en pommade pour les fesses. On utilise ça comment? On frotte dessus. Massage. Tu frottes. Pour les seins aussi, tu masses. Lorsqu'elles utilisent ces médicaments, il n'y a pas d'effet secondaire? Non, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de client qui a dit une fois qu'il a payé médicaments de seins, médicaments de fesses, qu'il y a eu effet secondaire dedans. Non, il n'y en a pas. Malgré ces assurances, les risques liés à l'utilisation de ces produits sont bien réels. Ces femmes s'exposent sans le savoir au cancer de la peau et au vieillissement précoce. Si les femmes disent le faire pour les hommes, devant les caméras, ceux-ci affirment le contraire. Quand Dieu t'a créé là, tu te contentes de ce que Dieu t'a donné. Voilà, c'est tout. Mais elle a été poussée par son mari à aller se faire grossir les seins ou bien les fesses ou bien prendre du volume là. Non. Aujourd'hui, la femme que je vis avec elle, elle n'est pas ronde les choses. Parce que je l'ai vue, sa forme, ça m'a plu, je l'ai gardée chez moi. Donc les femmes qui mettent des produits pour se faire grossir les fesses, les seins, tout ça là-bas, je trouve qu'elles se font du mal. Et si les critères de beauté de la femme se trouvaient ailleurs? Je pense que c'est la femme qui se sent bien dans sa peau. C'est elle qui est la plus belle, qui n'a pas de préjugés en fonction de sa forme. Mieux, au-delà de la forme des rondeurs, cette Sénégalaise a un autre secret. Je t'invite, je t'appelle, je te fais des dîners, des tchèpes, des brochettes, des salades, des entrées. Tu séduis ton homme, tu te rends toujours belle. Dès qu'il quitte au travail, il vient trouver que tout est ok.
tu es belle, bien habillée, tu l'attends, tu t'occupes de lui, tu le déshabilles, tu le rinces. Le pendeli qui est un peu robe de nuit, en soutien, des baillards, tu montes tout, tu séduis ton homme, tu mets le houssuna, tu sens bon, tu dois sentir bon à ton homme, tu dois le séduire. Et ça marche? Ça marche très bien, ça ne chie pas. Mais que ne feraient pas les femmes pour se sentir belles? Toujours est-il que, qu'elles soient rondes, minces, moyennes, claires, rouges, noires, chacun y trouve son goût. Voilà, les hommes, vous avez compris. Notre invitée ce soir est une femme d'affaires, Brenda Tondimbata. Elle gère plusieurs entreprises à Paris et à l'international. Son entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros en 2013. Et ce soir, elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mademoiselle Brenda Tondimbata, racontez-nous votre histoire. Je m'appelle Brenda Tondimbata. Je suis une entrepreneur internationale. J'ai commencé ma carrière à l'âge de 16 ans. J'ai d'abord travaillé dans le centre des enfants non accompagnés, dans 12 km du Congo-Brazzaville, là où j'ai géré les orphelins pendant 2 ans, dans l'ONG qu'on appelle Comité international de secours. C'est là où j'ai trouvé la capitale pour commencer mes commerces. C'est ce qu'on appelle les frais de bonne séparation. Et alors, j'ai commencé avec une cabine téléphonique à Brazzaville. C'était à l'an 2002. J'ai ajouté une cabine, une boucherie dans le quartier de Tarangaï. Cette boucherie qui employait plus de 3 personnes. C'était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de boucheries. Et 3 ans plus tard, à l'an 2004, c'est là où j'ai installé une boutique d'habillement. Boutique d'habillement qui a été succès parce que j'ai investi un tiers de mes revenus dans la publicité et à la télé Congo, à DIRTV. Et c'est là où le magasin il a eu des succès. Et j'ai descendu dans tous les départements du Pour et du Plateau et pour proposer mes articles aux conseils départementaux, aux enseignants, aux médecins et beaucoup de cadres. Des domaines confondus et différents. Alors, de l'an 2005, j'étais invitée par le Salon des entrepreneurs à Champs-Élysées, là où j'ai rencontré beaucoup des hommes d'affaires africains, et Asie, Amérique et à Uberge. Et là où j'ai appris comment on peut s'installer à l'international. Ça demande un grand budget. Il me fallait partir au Congo, travailler pendant 7 ans. Et c'est là où j'ai pu commencer à m'installer dans l'immobilier à Paris en l'an 2009. 2011, j'ai installé un supermarché à Paris et à Bruxelles. Et en avançant, j'ai installé aussi l'immobilier à Bruxelles. Et aujourd'hui, je suis dynamisée dans l'immobilier à Paris et à Bruxelles. Et aussi, je gère mon entreprise qui est à Brazzaville en distance. Vous avez lancé des soirées d'affaires à Paris. Pourquoi? Et quelles ont été vos motivations? Oui, ma motivation, c'était pour créer des plateformes de la rencontre des entrepreneurs dans les domaines différents et pour pouvoir former les jeunes. Parce que moi-même, qui a été formé par le tribunal d'entrepreneurs à l'an 2005-2006, ça m'a motivé jusqu'à arriver à l'international. Alors, cette tribune que j'ai créée d'abord, c'est une entreprise de commerce, bien sûr, et qui va réunir tous les entrepreneurs et tous les professionnels dans le domaine des affaires. Cette tribune, il pourra aider les jeunes et les filles et qui ont l'idée de l'entrée de l'entrepreneuriat de s'installer aussi dans les affaires. Parce que le monde de demain, on a besoin de beaucoup d'entrepreneurs pour diminuer le chômage.
Alors, là où j'ai été formée, et je souhaite que les autres aussi puissent être formés, voilà cette tribune VIP des patrons d'entreprise, et là où j'invite aussi les demandeurs d'emploi, les étudiants, pour écouter un peu ce qui se passe dans le domaine des affaires. Que représente pour vous la journée du 8 mars? La journée du 8 mars, c'est une journée très sacrée pour moi, et parce que c'est là où j'ai été formée. J'ai été formée par la tribune de 8 mars, journée internationale de la femme au Congo-Brazzaville, là où la première dame congolaise a créé une journée, une tribune pour parler des femmes, le développement. J'avais l'âge de 17 ans, je me rappelle, et chaque 8 mars, c'est là où je suivais les mots développement, développement de la femme, intégration de la femme au développement. Après, ça m'a attiré, ça m'a donné l'idée d'analyser cette phrase. Intégration de la femme au développement, c'est quoi? L'année suivante, je reparle là-bas et c'est les mêmes phrases. Et quand j'ai analysé et vu la situation que je vivais, et une jeune fille s'allait pas là, et après, il fallait le choix d'aller faire des hautes études ou d'aller faire le commerce. J'ai pris un chemin de commerce et après j'ai essayé, et comme j'avais du courage, et après aussi, et je savais être en bonne humeur comme un entrepreneur. Je donne le conseil aux femmes de ne pas avoir peur. Diplôme ou sans diplôme, il peut y arriver. Moi, un enfant qui est né au village en Afrique, si je suis arrivé ici après 18 ans employeur en France, je pense que les autres aussi, ils peuvent y arriver. Je les conseille d'aller passer dans les formations, dans les tribunes et aussi essayer. Parce qu'un entrepreneur, il prend les risques toujours. Moi aussi, j'ai pris des risques pour voir si ça va marcher. Et ça marchait. Quand je vois les gens autour de moi qui travaillent chez moi, je pense que c'est une fierté parce que si chacun il avait fait un effort d'employer une personne, le monde n'allait pas avoir de chômage. Et mon objectif, c'est m'abattre le chômage, parce que je suis contre le chômage. Mademoiselle, la PDG, Brenda Tondi Mbata, merci. Merci à vous. Voilà, Business 54, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Rendez-vous ce vendredi avec les enquêtes spéciales présentées par Précis Nzozolo. Merci à toutes les femmes du monde qui nous suivent depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, les Amériques. À la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.